marteau. Le coup de marteau avec Maître Cugnaget-Preval. Bonjour Alexandre. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, donc on continue cette chronique sur la défense de la propriété. Aujourd'hui, vous nous parlez de propriété, souveraineté et liberté. Oui, une introduction en tout cas. Parce que nous avons vu à l'occasion de nos premières chroniques que depuis la Genèse, la propriété est la première institution naturelle. Et donc une institution faite pour l'homme. En effet, il n'y a pas d'institution pour les bêtes ou pour les anges. Pour les premières, parce qu'elles n'ont pas d'esprit. Pour les seconds, parce qu'ils n'ont pas de corps et ne connaissent ainsi pas le phénomène politique. Institution naturelle parce que propre à notre nature, donc, qui est d'être naturellement incomplet et cherche ainsi toujours à se compléter, techniquement, socialement, familialement, politiquement, etc. Pourtant, d'aucuns, comme le brave docteur Schwab et ses amis dont nous avons parlé la semaine dernière, nous promettent que d'ici peu, nous ne posséderons rien et que nous serons heureux, car nous pourrons tout louer. Vous faites plus l'accent aujourd'hui. Non, j'ai essayé la semaine dernière. C'était très brillant. Donc, nous pourrons tout louer. Mais sans d'ailleurs répondre à cette question, louer à qui, pour combien et sous quelles conditions? Or, on a vu il y a peu des interdits sociaux qui ont été imposés à une certaine partie de la population qui refusait qu'on lui injecte par force un poison dans le corps, comme c'est désormais confirmé par l'excellent Pierre Chaillot, que vous avez, je crois, reçu il y a peu sur vos ondes. Tout à fait. Alors, c'est marrant que le projet de Great Reset, du Forum de Davos, donc, s'appuie essentiellement sur la pseudo-pandémie et sur ses conséquences pour envisager de réduire de fond en comble le droit de propriété tel qu'on l'entendait dans les sociétés occidentales, qui, outre le fait qu'elles trouvent racine dans le christianisme, ont aussi produit une pensée philosophique et politique attachée à la propriété comme fondement de la liberté. Alors, je tiens à revenir sur un texte parfaitement anecdotique dans l'histoire politique moderne, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont on se gargarise peut-être à juste titre, et qui est encore aujourd'hui au préambule de notre propre Constitution française, de la Ve République. Alors, je vous fais citation du préambule de cette déclaration et de quelques articles. Les représentants du peuple français ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés. Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. C'est déjà assez éloquent, ce préambule. Alors, quelques articles que je ne vous lis pas in extenso, mais les passages les plus importants. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ah ben, on n'est plus vraiment dedans, là. Bah ouais, mais je continue parce que vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Là aussi, quand on voit la Commission européenne... Oui. Voilà, mais attendez. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Article 10, vous parliez de l'Union européenne. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Article 11, qui en est le pendant, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Oui. Là encore, on est très très loin du compte. Et je rappelle quand même, pour ceux qui nous rattrapent désormais, qu'on est dans la Déclaration des droits de l'homme, la fameuse qui est tout le temps citée par tous nos dirigeants. Oui. Exactement, c'est pour ça que je voulais rappeler ces quelques articles, et j'en ai encore 3 à vous lire, parce qu'on est au cœur du débat. C'est vraiment central de comprendre que nos principes politiques et philosophiques, alors la dernière fois je parlais de la Genèse, mais là on n'est pas sur des textes précisément religieux, quand on sait qui a rédigé cette déclaration des droits de l'homme,
C'est pas des catholiques fanatiques. Hein. Mais voilà ce qu'on pensait à l'époque et qu'on mettait encore au préambule de notre Constitution en 1958. Oui. Et qui est la base normalement de notre droit aujourd'hui. Je continue. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Là, on parle des impôts. On appelle ça le consentement à l'impôt. Article 15. Attendez, mais c'est important ça quand même. La nécessité, donc on doit reconnaître la nécessité de la contribution publique. Ça veut dire qu'on doit comprendre l'intérêt finalement de payer les impôts. Oui, et puis je vous rappelle le mot juste après, de la consentir librement. C'est-à-dire que c'est une fois éclairé qu'on va pouvoir consentir librement. D'en suivre l'emploi. Et ça, c'est l'article suivant. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Tout agent public doit rendre compte de son administration. Oui. Petit message à Ursula pour ses textos, par exemple. Oui, ou à Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles. Exactement. Non, mais vous voyez que tous nos principes de base en droit, aujourd'hui, sont bafoués. Je continue. Article 16, pardon. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La séparation des pouvoirs déterminés, c'est notamment entre exécutif et législatif. Là, je vous renvoie au Parlement européen et à la Commission européenne. Le Parlement n'est pas un pouvoir législatif, je vous rappelle, au niveau européen. C'est une chambre d'enregistrement des oukases de la Commission européenne. Bon, et je ne vous parle pas du Parlement français qui a démontré par son aplomantrisme et sa nullité qu'il ne servait plus à rien. Article dernier de cette déclaration, le dernier, le dernier, c'est comme le premier, généralement, c'est pas anodin. Fondamental, article 17. Et qui répète quelque chose qui a déjà été dit. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Alors, nous reviendrons la semaine prochaine sur le lien entre propriété et souveraineté. Mais notons déjà que ce préambule à notre Constitution pose les fondements de la liberté. Je le rappelle, propriété, souveraineté nationale, liberté d'expression, consentement à l'impôt, et je vous rappelle le plus fondamental, la résistance à l'oppression, qui est manifeste, l'oppression, quand la propriété, qui est donc inviolable et sacrée, est attaquée. Alors, cette déclaration nous rappelle que ces droits sont donc naturels, inaliénables et sacrés. Inaliénables, cela veut dire qu'on ne peut les céder à quiconque à n'importe quel prix. Ce qui nous évoque d'ailleurs les prémices de la souveraineté et de la théorie de la domanialité publique, c'est-à-dire de la propriété de l'État, pour faire simple. Sacré. Cela veut dire intouchable, cela veut dire tabou, cela veut dire qu'on ne peut toucher sans encourir la mort. Ce qui pose d'ailleurs la question de la violence légitime, donc de la résistance à l'oppression, et donc de la possession d'armes. Alors qu'il n'est pas affirmé dans cette déclaration, tellement justement ce droit semblait évident au rédacteur et sous-entendu. Bah ça, on reviendra là-dessus, c'est très intéressant. Oui, on y reviendra, mais on a toute l'année pour faire ce lien. Donc, voilà ce que je propose en conclusion. Au lieu de se réfugier derrière une déclaration, qui, si elle a bien le mérite de rappeler certains principes de bon sens, peut toujours être interprétée par des juges ou foulée aux pieds par le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on voit actuellement aujourd'hui. Nous ferions mieux de rejoindre le vieux maître de Martigues et nous rappeler que les libertés ne s'octroient pas, mais qu'elles se prennent. Alors, reprenons-les toutes et vite. Oui, et qu'elles se prennent ou qu'elles se reprennent, pour notre cas, en tout cas, Maître Cugnage-d'Apreval. Vous avez cité Dr Schwab, qui a donc eu cette phrase, nous ne posséderons rien, ou plutôt vous ne posséderez rien et vous serez heureux, et donc qui met directement en question le droit de propriété qui est l'un des fondements de la liberté, c'est ce que vous nous expliquez. Eh bien,